Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là pour cette conférence du Puy à Science, qui est la 4e que j'anime. Alors ce soir, nous allons nous aventurer dans le monde très particulier de la physique des particules. Je vais être, pour cette soirée, votre conteur d'une histoire longue et pourtant récente, celle de la recherche de physiciens éperdument amoureux de nouveautés. Pour cela, nous allons devoir entamer une longue course aux allures tantôt de sprint, flirtant avec la vitesse de la lumière, et tantôt de balade calme entre deux chants quantiques, avant de prendre un peu le temps d'admirer la beauté du ciel. Notre parcours, ce soir, va nous emmener dans bien des endroits exotiques, certains bien terrestres, car ce soir, nous allons parler du muon et de l'expérience muon G-2. Nous allons commencer notre course. Comme tout effort physique qui se respecte, il va nous falloir nous échauffer un petit peu avant de prendre un rythme effréné où nous serons témoins de phénomènes normalement réservés aux milieux les plus extrêmes de notre univers ou aux grands bras enlaçants d'un accélérateur de particules. Mais quand même, avant de commencer notre échauffement, préparons-nous un petit peu en étant sûrs des termes que nous allons employer. Quand je parlerai de référentiel, dans la suite, je désignerai le point de vue par rapport auquel nous verrons le monde. Par exemple, notre référentiel est celui dans lequel nous sommes toujours immobiles. Nous sommes exactement à son centre, et quand nous nous déplaçons, nous restons immobiles dans notre référentiel. Nous voyons le reste de l'univers se déplacer autour de nous. Le référentiel, c'est le point de vue par rapport auquel on étudie et on observe le monde. Ce référentiel, il définit un cadre d'espace pour lequel nous ne bougeons pas et où nous sommes le point zéro, l'origine, ainsi qu'un temps qui nous est propre, une horloge qui nous est accrochée. C'est ce qui vous est représenté sur le petit dessin à gauche. La personne, elle est au centre de son référentiel. Les trois axes, c'est le cadre d'espace et la petite horloge. Elle lui est accrochée, c'est son temps. C'est ce qu'on appellera aussi le temps propre. Cette notion peut paraître un petit peu floue au premier abord, surtout avec une explication un petit peu théorique. Donc on va prendre un cas concret dont tout le monde, je pense, a déjà fait l'expérience. Lorsque vous êtes dans un train qui circule, vous voyez le paysage défiler sur les côtés, tandis que les sièges qui vous entourent sont complètement immobiles par rapport à vous. Le siège de devant ne va pas se mettre à bouger à la vitesse du train par rapport à vous. Il est immobile par rapport à vous. De ce constat, il y a une notion très importante qu'on peut voir apparaître, c'est celle de la relativité du mouvement. Le mouvement est relatif. Selon le point de vue avec lequel nous étudions le monde, nous constaterons ou non un mouvement. Et oui, si une personne était à quai, alors que vous êtes dans le train, vous vous déplacerez pour cette personne à quai, et de votre point de vue, c'est cette personne qui se déplace. Très bien, typiquement, imaginez maintenant que vous venez de vous installer dans votre train et que celui-ci démarre à peine. S'il y a un train à l'arrêt à côté de vous, vous serez a priori incapable de dire quel train vient de commencer à bouger. Je pense que ça, on en a tous déjà fait l'expérience. Vous prenez le train, vous vous installez, le train démarre à peine, il n'y a pratiquement aucune accélération, c'est à vitesse constante, et on a du mal à dire si c'est le train d'à côté qui vient de partir ou si c'est le nôtre. De notre point de vue, donc, il semblera que c'est le train à l'arrêt qui s'est mis, que c'est le train à l'arrêt qui vient de se mettre à bouger. Tandis que depuis le train à l'arrêt, les gens diront que c'est le nôtre train qui vient de commencer à bouger. Il n'y a pas de mouvement dans l'absolu. C'est le principe de relativité. Bien. Une fois qu'on a bien défini tous ces termes-là, on va pouvoir y aller. Commençons notre échauffement en courant, disons, à 50 km/h, proche d'une route peu fréquentée, vers 10h du matin. Comme ça, on sera plus à l'aise. À cette vitesse, il n'y a rien de bien surprenant qui n'arrive. On voit le paysage défiler à côté de nous, et notre montre fait tourner sa plus grande aiguille d'un cran toutes les secondes. Mais une voiture s'apprête à nous dépasser. Le son qu'elle fait, et puisque nous sommes bons physiciens, il est déformé par l'effet Doppler, ce qui nous permet de dire qu'elle arrive à environ 90 km/h. Les gens roulent vite sur les routes de campagne de nos jours. Lorsqu'elle nous dépasse, nos yeux vifs arrivent à voir les secondes s'égrener sur la montre à quartz de son conducteur. Et on remarque que le rythme de sa montre est identique à la nôtre. De notre point de vue, nous sommes toujours immobiles et le sol défile sous nos pieds à 50 km/h. La voiture, elle avance à 40 km/h dans le sens de notre course. Dans notre référentiel, quand une seconde s'écoule,
on parcourt presque 14 mètres et la voiture en parcourt 25. Et il en va de même du point de vue de la voiture, à la limite juste dans l'autre sens. Ce cadre physique dans lequel le temps passe de la même manière, peu importe le point de vue, et où les vitesses s'additionnent de façon intuitive, c'est celui de la relativité galiléenne ou newtonienne. Là, qu'importe notre vitesse de course, une seconde restera toujours une seconde, et pour tous les référentiels, le temps est absolu, comme si l'univers tout entier était régi par une unique horloge sur laquelle toutes les montres du monde seraient alignées. Pour ce qui est de l'espace, on entend souvent dire que lui aussi est absolu en relativité galiléenne. Mais ce n'est pas exactement le cas. En réalité, il n'est pas absolu, il est relatif, il dépend du référentiel. N'ayons pas peur et regardons un petit peu le formalisme qui se cache derrière ces notions de temps absolu et d'espace relatif. Alors ne vous en faites pas, je suis habitué à manipuler ce genre d'exercice, votre compteur est un petit peu physicien, alors laissez-vous guider et tout ira bien. Imaginons un espace 3 dimensions quelconque, un espace 3D quelconque. Ce trièdre direct avec ces trois axes-là fera bien l'affaire. Et on va considérer dedans notre itinéraire de footing. Pour que l'on sache où l'on se trouve, il nous faut un repère. On va imaginer un repère cartésien classique avec comme direction x, y et z, c'est ce que j'ai représenté ici. En pratique, ce choix de repère importe peu pour ce que nous allons voir. Mais le cartésien sera le plus simple, donc gardons-le. Disons maintenant que notre maison est l'origine de ce repère, le point 0 en un sens. On peut désormais savoir où l'on se trouve. Notre position est dite repérée par le vecteur R. C'est ce qui vous est indiqué à droite de l'écran. Donc R est un vecteur qui contient des composantes, ce qu'on appelle des composantes qui décrivent notre position dans l'espace. Il y a aussi une quatrième composante, un T, ça c'est notre position dans le temps. Donc, on va supposer qu'à l'origine, on ne se déplace que dans la direction de l'axe X à la vitesse constante VE. Donc, si je prends mon petit pointeur laser, hop, qui est là, tac. Donc là, c'est bien ce qu'on a. On a le vecteur R qui a 4 composantes, les trois qui correspondent à l'espace que l'on a là, donc X, Y et Z, c'est bien ce qu'on a, X, Y et Z, et la quatrième dimension, celle de temps. On voit que Y et Z sont des constantes, c'est pour ça que j'ai mis un petit 0 en indice, et que X dépend du temps, puisque X c'est la vitesse que l'on a par rapport à l'axe X fois le temps. Donc on a bien X de t égale VE de t, et le vecteur qui s'exprime sous cette forme-là. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'exprimer la position de la maison dans notre référentiel? Pour rappel, on a considéré que la maison c'était l'origine de notre référentiel. Donc qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'exprimer la position de la maison dans notre référentiel, celui dans lequel nous on est immobile? Dans celui-ci, nous sommes immobiles donc, et notre position est l'origine, point 0. C'est donc la maison qui se déplace. Dans ce cas, on a alors ce vecteur-là. On a R de maison, donc le vecteur qui décrit la position de la maison, qui va être égal à X de la maison, Y de la maison, Z de la maison et TM de la maison, où on remarque, si on fait un petit peu de physique, un petit peu de maths, même conceptuellement c'est très simple à imaginer je pense, qu'on va avoir xm qui va être moins x de t ici. Qu'est-ce que ça veut dire typiquement? On va voir la maison reculer par rapport à nous. La maison s'éloigne de nous selon l'axe x avec une vitesse VE, c'est ce qui est représenté ici. Et puisqu'on ne bouge que sur l'axe x, les autres sont constantes. On remarque quand même une chose intéressante, et que même si l'espace a bougé, le temps il est resté invariant. Si je reviens très rapidement sur la slide d'avant, vous voyez Tm égale à T. Cette transformation que nous avons faite pour passer d'un référentiel à l'autre, c'est ce qu'on appelle la transformation de Galilée. Et l'on remarque que le temps est invariant par cette transformation. On dira que le temps est un invariant par transformation de Galilée. L'espace, lui, comme vous le voyez, il ne l'est pas. L'espace, il est relatif. De manière générale, si on a deux référentiels galiléens, R et R', c'est-à-dire qui obéissent à la transformation de Galilée, et tel que R' se déplace à la vitesse VE par rapport à R, alors on va avoir R, donc un vecteur de R exprimé dans R', qui va être la position dans R, sa position donc dans R, ça va être sa position dans R' plus la vitesse
k r' selon l'axe x fois t, etc. Et ça sur les 3 composantes. Bien. Maintenant que l'on a compris en quoi le temps est absolu en relativité newtonienne et pourquoi l'espace est relatif dans cette relativité, on va voir un petit peu ce qu'il en est en relativité restreinte. Nous sommes bien échauffés, on va pouvoir commencer notre sprint. Prenons nos appuis, on boit une dernière gorgée d'eau et on commence à sprinter. En accélérant à une vitesse proche de celle de la lumière, on se rend compte de plusieurs changements. Tout d'abord, lorsque nous dépassons la voiture qui roulait à 90 km/h et que l'on regarde la montre de son conducteur, il nous semble s'accélérer. Tandis que si on regarde notre montre, les aiguilles tournent toujours à leur vitesse normale, d'un cran toutes les secondes, un cran toutes les minutes, etc. De son point de vue, le conducteur de la voiture voit les aiguilles de notre montre tourner légèrement moins vite, et de moins en moins vite à mesure que l'on accélère. Cette première observation est assez étrange en fait. Elle découle d'autres phénomènes qu'on observe aussi. Imaginons maintenant que le conducteur est un de ses enfants assis à l'arrière de la voiture et que cet enfant possède une montre lui aussi. Puisque de notre point de vue, la voiture va vers l'arrière, alors l'enfant est à l'avant dans le sens de déplacement de la voiture. Lorsque l'on va regarder la montre de l'enfant, on constatera qu'elle est en retard par rapport à celle de son père, le conducteur, qui est en avance de fait. Notons une chose importante, pour le conducteur et pour l'enfant, leurs deux montres affichent exactement la même heure et vont exactement au même rythme. De plus, lorsque l'on dépasse la voiture et que nous mesurons sa longueur, on trouve que celle-ci est plus courte que lorsque nous courions à faible vitesse. La voiture est de plus en plus contractée dans le sens de notre mouvement à mesure que nous nous déplaçons de plus en plus vite. Rappelons que dans notre référentiel, nous sommes immobiles et c'est la voiture qui se déplace. C'est donc bien la voiture qui se contracte et en fait tout le monde autour de nous. Toutes ces observations, elles peuvent vous sembler contre-intuitives, bizarres peut-être, voire même complètement absurdes. Faites-moi confiance, nos yeux ne nous trompent pas, et ces observations sont bien réelles. Je ne vais pas m'étendre sur les raisons profondes de ces phénomènes, mais observons seulement quelque chose. Une modification mathématique qui rend toutes ces observations possibles. On va replonger légèrement dans le formalisme. Si l'on essaie maintenant de décrire notre position dans le référentiel de notre maison alors que nous sommes en train de courir, on aura la chose suivante. Là non plus, on ne va pas s'étendre beaucoup sur la signification réelle de ces formules, ni sur leur origine. Simplement, on remarquera que le temps n'est plus invariant par cette transformation, qu'on appelle transformation de Lorentz Poincaré. On voit que t, il n'est pas égal à t', il y a un facteur. Donc avec gamma et bêta qui vous sont explicités en dessous. Je ne vais pas rentrer dans les détails très formels par contre. Remarquons aussi une chose importante, extrêmement importante, même tellement importante en fait que c'est d'elle dont tout découle. Ce facteur gamma, qu'on appelle facteur de Lorentz, il n'est bien défini que si V est inférieur à C. En effet, si on avait V égale à C, donc ici on voit qu'on a bêta qui vaut 1 sur racine de 1 moins bêta carré, où bêta vaut V sur C, si on met V égale à C, bêta vaut 1, et donc on a une division par 0. Ça, c'est pas possible. Si on voit bien qu'il n'est pas possible d'aller aussi vite que la vitesse de la lumière, puisque C, c'est la vitesse de la lumière. En pratique, c'est possible, mais seulement pour la lumière. Et dès lors qu'un corps possède une masse, il ne peut pas dépasser C. De même, on comprend aisément qu'on ne peut pas dépasser C, on ne peut pas aller plus loin. En effet, les corps acquièrent leur vitesse de manière continue. On ne peut pas sauter un palier. On ne passe pas soudainement de 1 mètre par seconde à 2 mètres par seconde. On fait 1 mètre par seconde, puis 1,0000001, puis 1,0002, etc. On ne saute pas de palier. C'est continu, c'est un continuum. Si pour dépasser la vitesse de la lumière, il faudrait d'abord l'atteindre. Et ça, c'est impossible comme on vient de le voir. On ne peut donc ni atteindre, ni dépasser la vitesse de la lumière. Bien. Faisons un petit récapitulatif. Notre sprint nous a fait découvrir des phénomènes très étonnants dus à la relativité restreinte. On sait que se déplacer à une certaine vitesse v revient à être immobile et voir le reste de l'univers se déplacer en sens inverse avec cette même vitesse.
Cela reste évidemment vrai en relativité restreinte. Toutefois, il existe maintenant une vitesse limite, telle que nous ne pourrons jamais voir aucun objet se déplacer plus vite que cette vitesse limite. Cette vitesse limite, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Attention. Ainsi, si nous nous déplacions à une vitesse très élevée et que nous passions à côté d'une voiture immobile, nous la verrions passer à côté de nous avec la même vitesse très élevée. En regardant à l'intérieur, on verrait les montres des personnes à l'avant légèrement en avance par rapport à la nôtre et celles des personnes à l'arrière légèrement en retard. C'est-à-dire que nous percevons l'avant de la voiture légèrement en avance sur son mouvement et l'arrière légèrement en retard. La voiture nous semble alors contractée dans le sens de son mouvement. On voit bien que le déphasage temporel entraîne la contraction des longueurs. Hop. Imaginons maintenant que l'un des passagers de la voiture, qui se situe exactement au centre, c'est-à-dire là où le rythme de sa montre est identique au rythme de notre montre, tire un faisceau laser, disons, ou jette un objet, en tout cas, vers le haut de la voiture. Si du point de vue de ce passager, l'objet n'a de mouvement que vers le haut, que selon un axe vertical, dû au déplacement de la voiture, simplement parce que pour lui, l'objet ne se déplace que selon la direction verticale. Ça, pour le voir, imaginez-vous simplement dans votre voiture jeter votre clé de voiture vers le haut, vous n'aurez pas besoin de déplacer votre main vers l'avant ou l'arrière de la voiture pour la récupérer. Elle va bien retomber dans votre main. Mais de notre point de vue, l'objet n'a pas qu'un mouvement vers le haut, il a également un mouvement latéral, un mouvement sur une distance horizontale dû au fait que la voiture se déplace. Ça, pour bien le voir, hop, voilà, c'est cette petite illustration. On voit que dans la voiture, l'objet part en l'air et retombe simplement. De notre point de vue, l'objet il fait ça, monte et il redescend. Ainsi, nous, on va voir l'objet mettre plus de temps à atteindre le haut de la voiture, vu que la distance est plus longue mais que sa vitesse est la même, que la personne à l'intérieur. Pour nous, c'est comme si le temps à l'intérieur de la voiture était ralenti. C'est ce phénomène-là qu'on appelle la dilatation des durées, dilatation du temps. Notons que ce phénomène, il apparaît tout le temps, même si l'on se déplace à une vitesse très faible. Seulement, il est négligeable, et il ne prend de l'importance qu'à des vitesses relativistes. Donc, voici les 3 phénomènes principaux que l'on doit à la relativité restreinte, et que nous avons pu observer durant notre sprint. Le déphasage temporel, le fait que les montres des personnes dans la voiture ne s'écoulent pas au même rythme, la contraction des longueurs, donc le fait que la voiture soit contractée dans le sens de notre mouvement, et la dilatation des durées, le fait qu'à l'intérieur de la voiture, le temps nous semble aller plus lentement que pour nous. Ok, on va faire une petite pause dans notre course assez effrénée. Ça nous donnera l'occasion de respirer un bon coup, de reprendre notre souffle et de resserrer nos lacets. Et en fait, de quoi commencer notre chemin vers l'hasardeux et probabiliste monde des champs quantiques et des particules élémentaires. Quand nous laçons nos chaussures, nous voyons nos lacets, composés de fibres en tissu, d'une finesse assez peu commune. Si on regarde de plus près, on pourra constater que ces fibres sont tissées à partir de coton ou de matériaux synthétiques. Mais zoomons encore un petit peu. Nous sommes curieux après tout. Ce coton que l'on observe, il est lui-même constitué de cellulose. Et la cellulose, c'est un polymère de glucose. Ce glucose, lui-même, il est constitué d'atomes. Pendant longtemps, nous avons cru qu'on ne pouvait pas aller plus loin, qu'on ne pouvait pas zoomer plus. Mais les choses ont changé. Nous pouvons donc continuer notre descente. Regardons en détail cet atome. Il est composé d'un nuage électronique diffus qui accueille en son centre un noyau. Les électrons sont déjà fascinants. Ce sont les particules qui composent, entre guillemets, ce nuage électronique. Ils sont déjà fascinants en eux-mêmes. Il ne semble n'adopter que certains niveaux d'énergie bien particuliers, bien définis. En soi, il ne semble pouvoir se loger que dans certaines orbitales très précises. C'est ce qu'on voit sur cette représentation. Mais nous reviendrons à eux en temps voulu. Continuons un petit peu sur le noyau. Si on le regarde attentivement, on pourra se rendre compte qu'on y trouve 2 types d'objets. Certains ont une charge positive, ce sont les petits objets en rouge ici, et d'autres ont une charge neutre.
Ils n'ont pas de charge, tout simplement. C'est les petits objets bleus qu'on a là. Ces objets, on va les appeler protons, pour les objets positifs, et neutrons, pour les objets neutres. Mais depuis quelques ordres de grandeur, maintenant, depuis qu'on zoome un petit peu, depuis en gros l'échelle des molécules, les choses se comportent assez bizarrement. Comme on l'a dit, les électrons, ils ont un spectre en énergie qui est discret, qui n'est pas continu. Ils ne tombent pas sur les protons alors qu'ils sont de charge opposée, et on rencontre d'autres phénomènes étranges. Dans les années 1900, ces observations se sont accumulées. Spectre d'émission de l'hydrogène, expérience de Stern et Gerlach, effet photoélectrique, spectre de rayonnement des corps noirs, autant de choses qui, les unes après les autres, ont motivé la création d'une nouvelle physique. Cette physique-là, c'est la physique quantique. Dans les années 20, cette nouvelle théorie a pris toute sa substance, avec une formalisation rigoureuse grâce à de nombreux savants, venant à bout de ces problèmes et donnant des explications solides aux expérimentations. Bientôt, cette théorie allait être encore améliorée, peaufinée, pour finalement devenir, après beaucoup de travail, la théorie quantique des champs. Notons que cette amélioration prendra plusieurs dizaines d'années. La théorie quantique des champs, telle que nous la connaissons actuellement, n'apparaîtra réellement que dans les années 70. Et ça y est, nous y sommes. Nous voilà dans le premier monde exotique que nous allons arpenter. Ici, il n'y a rien qui nous soit familier. Tous les objets, ils sont comme fantomatiques. Tous les objets sont comme fantomatiques, simplement des perturbations se propageant à travers des fluides sans viscosité qui remplissent l'univers tout entier et qui sont régis par les contre-intuitives, au premier abord, lois de la mécanique quantique et de la relativité. Ici, il est question de groupes de symétrie, de constantes de couplage, de potentiel de Yukawa et d'autres opérateurs d'annihilation. Au milieu de cette épaisse jungle aux arbres dessinés en diagramme de Feynman, se dresse une théorie particulière, une théorie privilégiée. C'est elle qui nous donne la plus précise des descriptions physiques de notre univers. C'est le modèle standard. Asseyons-nous un petit peu et écoutons ce qu'il a à nous raconter. Tout d'abord, il nous apprend que le bestiaire des particules élémentaires se décompose en deux catégories. À gauche, nous avons les fermions, sont ces 12 particules-là. Ce sont des particules de matière. On y retrouve nos électrons, mais pas de protons ou de neutrons, étonnamment. En fait, ces derniers sont eux-mêmes constitués de particules plus petites. Les quarks sont ceux qu'on voit au-dessus en violet. Les fermions, comme on le voit, ils sont divisés en deux groupes, les violets et les verts. En haut, les quarks, sensibles à l'interaction forte, et en bas, les leptons, qui ne le sont pas. Les leptons, ce sont ces 6 particules vertes. On dénombre pas moins de 3 générations de quarks et de leptons, formant un total donc de 12 particules, et 24 si on compte leur alter ego d'antimatière, mais on en reparlera aussi. Comme on le voit, on a 1, 2 et 3 générations. Les générations, on les met en colonne. Qu'est-ce qui distingue une génération d'une autre? En fait, c'est la masse des particules qui sont dedans. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on voit qu'un quark up est bien plus léger qu'un quark top. Il en va de même, un électron est bien plus léger qu'un tau, parce qu'ils sont de générations différentes. À droite du tableau figurent les bosons de jauge. Ce sont eux qui médiatisent les interactions. Pour rappel, il y en a 3 que l'on peut décrire à cette échelle. L'interaction forte, qui lie les quarks entre eux pour former les baryons, comme les protons, et les mésons, comme les pions, par exemple, qui sont l'assemblage d'un quarks up et d'un antiquark down, par exemple. Mais on ne va pas trop rentrer dans les détails. On regroupe les mésons et les baryons sous le terme de hadron, plus général. Et cette interaction-là, l'interaction forte donc, elle est médiatisée par les gluons, la toute première particule de la colonne de droite, ici. Il y a aussi l'interaction faible, qui est la cause par exemple de la radioactivité. Ces médiateurs, ce sont les bosons Z0 et W plus et moins. Ce sont ceux qu'on voit là en bas. Enfin, il y a l'électromagnétisme, qu'on connaît bien puisque c'est lui qui nous empêche de traverser les objets que l'on touche et qui fait fonctionner nos fours à micro-ondes ou nos téléphones portables par exemple. Elle est médiatisée par le photon. Vous
que l'on voit ici avec la lettre gamma. Le modèle standard, il nous parle aussi d'un cinquième boson, qui est tout seul, tout en haut à droite. Il s'appelle le boson de Higgs. On a beaucoup entendu parler ces dernières années. Mais le rôle de ce dernier, il est un peu plus subtil, parce que c'est lui qui donne sa masse aux autres particules élémentaires, en interagissant avec elles par un mécanisme complexe, le mécanisme BEH, le mécanisme de Brooks, Englert, Higgs, du nom des physiciens qui l'ont théorisé en 64. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce fameux boson de Higgs fera l'objet d'une conférence dédiée un jour, mais pas maintenant, on ne va pas trop s'intéresser à lui en fait. Bien, nous avons un bel inventaire, mais attardons-nous un petit peu sur une particule bien précise. C'est elle qui a motivé notre voyage, vous l'avez peut-être vu depuis le début, c'est le muon. Comme on le voit, il est avec les fermions, et c'est un lepton donc de deuxième génération. Ce qui signifie que son temps moyen de vie est assez faible, parce qu'il est assez massif. Son temps moyen de vie, il est de l'ordre de 2,2 microsecondes, ce qui est très peu. Mais, je vous rassure, ça ne l'empêche pas d'avoir une vie bien remplie, comme on va le voir. Bien donc, relevons la tête à présent. Nos lacets sont resserrés, et nous savons ce qu'est le modèle standard et ce qu'implique la relativité restreinte. On a fini notre course, maintenant on va pouvoir se balader tranquillement, allant de place en place. Mais chacune de nos haltes, à la manière d'un musée ambulant, nous fera part d'une contribution importante à muon G-2. La première d'entre elles va nous conduire au Royaume-Uni, pas loin de Bristol. Nous y voilà, nous sommes à Bristol, et nous sommes ici car c'est en ce lieu et en 1902 qu'a vu le jour M. Paul Dirac, une figure importante, une figure même majeure de notre histoire. Tout d'abord, il fut l'un des principaux contributeurs à la création de la mécanique quantique relativiste, qui est à la base du modèle standard dont nous venons tout juste de parler. En effet, il a écrit en 1928 une des premières équations tentant de réconcilier mécanique quantique et relativité restreinte. Cette équation lui donnera de fructueux résultats, dont un nous intéresse très particulièrement. Il s'agit du moment magnétique de l'électron. Afin de mieux se représenter ce qu'est le moment magnétique, expliquons un peu plus en détail ce qu'est le spin d'une particule. On ne va pas rentrer dans les détails formels, c'est bien au-delà de mon niveau, seulement on va essayer d'en donner une idée générale qui permettra de bien comprendre la manipulation de l'expérience muon G-2. On peut se représenter le spin d'une particule comme étant une flèche pointant soit vers le haut, spin up dans ce cas, soit vers le bas, spin down. C'est ce qui vous est représenté sur les deux petites particules ici. Donc ici on a un exemple de spin up et ici un exemple de spin down. Ce spin, il agit un petit peu comme un axe de rotation pour la particule. En réalité, la particule ne tourne pas sur elle-même pour des considérations relativistes, et la notion est plus complexe que ça. Mais on va s'en contenter. Et puisque l'on peut représenter le spin comme une flèche, nous allons mathématiquement le définir comme un vecteur. C'est relativement cohérent et logique. Ce vecteur, on va l'appeler grand S. La définition du moment magnétique, elle devient alors mu vecteur égale à moins G fois E divisé par 2MES. Pas besoin de l'avoir noté, ne vous en faites pas. Tout ce qui est important, c'est que G, dans cette expression-là, c'est le facteur de Landé, on y reviendra. E, c'est la charge de l'électron, et ME, c'est sa masse. En gros, des constantes fondamentales, en somme. Le moment magnétique n'est rien de plus qu'une propriété intrinsèque des particules. Cette propriété se manifeste par la façon qu'est le spin d'une particule à s'orienter dans une certaine direction en présence d'un champ magnétique. Afin de bien comprendre ce qui va suivre, il nous faut présenter une autre notion qui peut paraître un peu vague, mais que nous connaissons en fait relativement bien. C'est la notion du mouvement de précession. On va prendre l'exemple d'un gyroscope. Lorsqu'on le lance bien droit sur son axe, il tourne autour de celui-ci normalement. Si l'on vient le perturber un petit peu, ou qu'on le lance simplement de travers, on observera qu'il tourne toujours bien autour de son axe de rotation, mais que ce dernier décrit des cercles. C'est ce qu'on voit là. Le gyroscope tourne autour de son axe qui est ici, mais son axe lui-même décrit des cercles. En fait, il se passe un phénomène similaire avec le spin d'une particule lorsque celle-ci est plongée dans un champ magnétique. Son spin va osciller et donc avoir un mouvement de précession. Sachant que le moment magnétique est dépendant du comportement du spin, comme on l'a dit, je rappelle, mu, il est égal à une constante fois S, où S c'est le spin.
Alors, si ce dernier a un mouvement de précession, le spin a un mouvement de précession, cela aura un impact, même faible, sur le moment magnétique mu. Un élément physique qui est calculable est lié à cette propriété physique, c'est ce qu'on appelle le facteur de Landé, noté petit g. Ce facteur de Landé, il est différent pour chaque classe de particules élémentaires. En 1928, Dirac utilisa son équation afin de déterminer une valeur numérique pour le facteur de Landé correspondant aux particules de spin 1,5. Notamment, il calcula que pour l'électron, G doit valoir exactement 2. C'est ce que je vous ai noté ici. L'équation au-dessus, simplement je ne l'ai pas commenté, mais c'est l'équation de Dirac. On ne va vraiment pas du tout rentrer dans ce formalisme. Donc, Dirac, en 1928, calcule le facteur de Landé pour l'électron et il obtient que G doit être exactement égal à 2. On a G égale 2. Ok. Laissons un petit peu Dirac, reprenons notre route. Il a encore beaucoup de travaux à effectuer, il ne faudrait pas l'embêter. Notre petit cheminement historique va nous faire une rapide halte sur le parvis du MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Vous connaissez sûrement cet institut. Et il nous intéresse pour deux raisons en fait. On va procéder de manière chronologique. Nous l'avons dit, en 1928, Dirac prédit, grâce à sa théorie quantique de l'électron, que le facteur G de Landé doit être strictement égal à 2. Or ce facteur G, il est relié à une constante importante en physique, la constante de structure fine alpha. Et en 1947, deux équipes, dont une du MIT et une de l'Université de Columbia de New York, publièrent deux papiers à quelques mois d'intervalle l'une de l'autre, et ces papiers indiquaient une différence statistiquement significative entre la mesure expérimentale de la constante de structure fine alpha et sa prédiction théorique. Cette différence s'imputait à la valeur du facteur de Landé de l'électron. C'est l'américain Julian Schwinger qui proposera une explication de ce décalage en 1948. Il calculera aussi une nouvelle valeur théorique de G de l'électron, en accord avec les observations cette fois-ci. En fait, ce qu'ont montré les expérimentateurs en 1947 et Schwinger en 1948, c'est que G n'est pas exactement égal à 2, il est plus grand que 2. Ça, c'est un petit peu embêtant pour Dirac. Bien, maintenant, regardons la seconde raison pour laquelle le MIT nous intéresse. Cette seconde raison, c'est que c'est ici que Richard Feynman a obtenu son diplôme en 1939, et il tient lui aussi un rôle très important dans notre histoire. En effet, Feynman fut, avec Schwinger, un des pères fondateurs de l'électrodynamique quantique, QED pour les intimes. Cette théorie est un pan de la théorie quantique des champs dont nous avons parlé et du modèle standard. Il y aurait énormément de choses à dire sur Feynman, qui fut un physicien d'exception et un vulgarisateur absolument hors pair. Mais recentrons-nous et reprenons sur le facteur de Landé. Lorsque Schwinger publie son papier en 1948, il utilise précisément la nouvelle électrodynamique quantique pour prédire la valeur de G-, donc G pour l'électron. Depuis cette époque, de nombreuses mesures du facteur de Landé de l'électron ont été faites, et il est aujourd'hui admis que G- vaut 2,00231930436256, plus ou moins 35. 35 sur les deux dernières décimales. Basiquement, c'est ces deux valeurs-là. Ici, la valeur expérimentale de l'anomalie, on verra qu'est-ce qu'est cette grandeur juste après, dans absolument une seconde, et athéorique. Cette mesure de G, elle est assez contraignante, et c'est pour ça qu'on lui préfère souvent la grandeur que justement on appelle l'anomalie. Et en fait, ce petit a, comment on le calcule? On fait G-2 divisé par 2. On commence à voir apparaître le G-2 de muon G-2. C'est intéressant. Donc aujourd'hui, on a ces deux valeurs-là. A expérimental qui vaut 0,0011 59 65 21 80 73 plus ou moins 28. La notation entre parenthèses correspond à un plus ou moins sur les deux dernières décimales. Et A théorique qui vaut 0,0011 59 65 21 81 643 plus ou moins 764. C'est ce G-2, donc en fait 2 fois A, que l'on appelle moment magnétique anomale, ici de l'électron. C'est pour ça qu'on dit anomale d'ailleurs et pas anormal, parce que ça vient de l'anomalie. Et l'anomalie de l'électron AE-,
c'est à l'heure actuelle le paramètre physique le mieux vérifié expérimentalement. Ce grand succès du modèle standard a permis, en plus des autres observations exceptionnelles, de construire une solide confiance dans cette théorie. Afin de bien comprendre la suite de cette balade, il nous faut encore définir proprement une notion très importante qui vous intrigue peut-être, car elle est à gauche de cette slide. Ce sont les diagrammes de Feynman. Alors qu'est-ce que c'est vraiment un diagramme de Feynman ? C'est une représentation schématique d'une suite d'interactions entre plusieurs particules au cours du temps. Chacun de ces diagrammes représente donc une situation physique donnée et correspond à une équation bien définie et bien rigoureuse que je préfère ne pas vous montrer pour pas vous faire vomir, basiquement. C'est un outil extrêmement puissant puisqu'il permet d'écrire simplement par de petits dessins des interactions parfois extrêmement complexes. Et dans tous les diagrammes qui vont suivre, on considérera que le temps s'écoule de la gauche vers la droite. Ne vous en faites pas, je vous expliquerai chacun des diagrammes que nous rencontrerons quand ils ne seront pas trop compliqués. Prenons par exemple le cas de ce diagramme-là. Alors ici, il n'est pas très rigoureux, il manque des flèches, elles apparaîtront dans les prochaines slides, mais le petit e nous fait dire que cette ligne-là représente un électron. Alors comment est-ce qu'on lit ce diagramme ? Le début est à gauche, puisqu'on a dit que le temps s'écoule de la gauche vers la droite. Donc on a notre électron qui vole, qui fait sa petite vie d'électron, et qui va venir émettre un photon, ou absorber un photon. Ici c'est un petit peu compliqué à dire, mais les deux situations peuvent être assez analogues. Donc il va venir interagir avec un photon, gamma, et repartir dans sa petite vie. De la même manière, ici, on va avoir un électron qui va émettre un photon, continuer, absorber un photon un peu plus tard, et réabsorber finalement le photon qu'il avait émis précédemment. En fait, on peut imaginer un petit peu ce qu'on veut là ici dans cette espèce de triangle. On pourrait rajouter par exemple qu'ici le photon se désintègre en une paire positron-électron. On pourrait imaginer un tas de situations très compliquées. Et puisqu'on pourrait imaginer plus ou moins une infinité de situations compliquées, on va mettre un gros rond rouge qu'on appelle un blob, ou un vertex assez élargi tout de même, afin de dire ici il se passe quelque chose. Voilà. Bien, il est désormais temps pour nous de quitter le Massachusetts, difficile à prononcer, pour continuer un peu notre route. Celle-ci va nous amener en Californie, étonnamment là où enseignait Feynman. Après un peu de route, nous voici en Californie devant le Caltech, le California Institute Technologique. California Technology Institute, le Caltech. Cet institut si célèbre nous intéresse car c'est ici qu'en 1938 furent découverts les muons par Seth Neddermeyer et Carl Anderson. C'est ici que nous allons pouvoir attendre la nuit pour admirer la beauté du ciel nocturne. En effet, les muons furent découverts lors de l'étude des rayons cosmiques. Et bien que ceci ne nécessite pas la nuit pour être étudié, c'est tout de même plus agréable pour nous que la pollution lumineuse classique de la journée. Il fallut cependant du temps pour comprendre la véritable nature des muons. En effet, on a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un méson, nommé alors méson mu. Mais on sait maintenant qu'il s'agit d'une particule élémentaire qui, comme dit précédemment, appartient à la famille des leptons. Le muon étant une particule de spin non nulle, elle est dotée, comme l'électron, d'un moment magnétique et d'une anomalie. Mais avant de parler de celui-ci, attardons-nous un petit peu sur la découverte des muons et sur ce qui a rendu cette découverte possible. Comme nous l'avions dit lors de notre visite du modèle standard, le muon a un temps de moyen de vie de l'ordre de 2,2 microsecondes. C'est une particule instable donc. Or, on sait que les muons, lorsqu'ils proviennent de la désintégration des rayons cosmiques dans l'atmosphère, apparaissent entre 10 et 20 km d'altitude. Essayons de voir ce qui se passerait si on ne prenait pas en compte les effets de la relativité restreinte, ou à minima, pas en compte la dilatation du temps. Tout d'abord, en ne prenant pas du tout en compte la relativité restreinte, on sait mesurer que les muons, lorsqu'ils arrivent au sol, ont une énergie d'environ 2 gigaélectronvolts. Nous allons donc essayer de déterminer la vitesse de ce muon, et pour ça, il va nous falloir utiliser les formules de l'énergie que nous donne la relativité restreinte. En effet, on ne va négliger que les effets relativistes, mais les lois de la relativité restreinte semblent être les bonnes, donc on va les utiliser, on va simplement négliger les effets relativistes.
donc ceux de contraction des longueurs et de dilatation du temps. Faisons un point de calcul, n'ayons pas trop peur. On a donc l'énergie de notre muon, E, qui vaut 2 gigaélectronvolts, sa masse qui vaut 105,66 mégaélectronvolts par c carré, je ne vais pas rentrer dans les détails des unités, et 1 électronvolt que l'on peut convertir en joules, donc l'unité standard de l'énergie. Après un petit peu de calcul que l'on a ici, alors qu'est-ce qu'on a? D'abord, j'ai rappelé ici la valeur du facteur de Lorentz, gamma, qui vaut 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Et ce que nous dit la relativité restreinte, c'est qu'on a E qui vaut gamma mc2. Donc E, on sait que ça vaut 2 fois 1 électronvolt, et la puissance vient des termes de giga, méga, etc. Donc on ne s'attarde pas trop sur la puissance, même si elle est très importante. Mais donc E vaut cette valeur-là, et cette valeur-là vaut gamma mc2, où m c'est la masse du muon, et c c'est la vitesse de la lumière. Ça vaut en gros 300 000 km par seconde dans le vide. Donc si on fait E sur mc2, on doit avoir la valeur de gamma. Si on divise partout par mc2, c est non nul, m est non nul, on a le droit. Après calcul, on va obtenir que gamma vaut 18,9. Et nous, ce qui nous intéresse dans gamma, c'est le petit v. Ce v-là, c'est la vitesse du muon. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse. Après calcul, je vous passe les détails, on obtient que v, il vaut 99,8% de la vitesse de la lumière. Le problème, c'est que si on regarde quelle distance parcourt le muon en 2,2 microsecondes, qui est son temps de vie moyen, à la vitesse de 99,8 c, le muon il ne parcourt que 660 mètres. Basiquement, avec une énergie de départ de 2 gigaélectronvolts, le muon ne devrait pas pouvoir toucher le sol. Alors, notons qu'en réalité, il s'agit d'une période de demi-vie, le petit t que j'ai pris, le 2,2 10-6. En pratique, prédire le temps au bout duquel un muon va se désintégrer, c'est impossible. Mais disons que si nous avions 100 muons, alors au bout de 2,2 microsecondes, il n'en resterait que 50. Au bout de 4,4 microsecondes, plus que 25, etc., etc., etc. Mais on a dit, encore une fois, qu'ils étaient produits entre 10 et 20 km du sol. De ce fait, à 2 gigaélectronvolts, et en négligeant les effets de la relativité restreinte, il devrait être impossible d'observer des muons cosmiques au sol, puisque 50% se désintégreraient à 660 mètres du sol. Je vous laisse vous convaincre que si 50% se désintègrent à 660 mètres du sol, soit en gros un demi-kilomètre, à 20 km plus bas, il reste rien. Il reste rien du tout. Maintenant, on va considérer la dilatation du temps. De notre point de vue, le muon se déplace à 99,8% de la vitesse de la lumière. Ça ne change pas. Par conséquent, on voit son temps, à lui, passer au ralenti. S'il avait une horloge, nous verrions ses aiguilles tourner à un rythme très inférieur à la nôtre. Or, le temps de vie du muon correspond à son temps propre. Rappelez-vous le début, c'est l'horloge que le muon a d'accrocher sur lui. De ce fait, si on note le temps propre du muon TP, et le temps que nous voyons s'écouler sur notre horloge TI, on a la relation qui nous est donnée par la relativité restreinte, TI égale gamma TP. Et oui, le muon, lui, il a son horloge, il va se désintégrer, basiquement, quand son horloge à lui montrera 2,2 microsecondes. Mais si nous, son horloge, de notre point de vue, s'écoule très lentement, il aura le temps de parcourir plus de chemin, c'est assez intuitif. Quand on fait le calcul, avec donc gamma qui vaut 18,9 de la slide précédente et TP qui vaut 2,2 microsecondes, donc micro c'est 10-6, on obtient que TI vaut 4,2 10-5. À première vue, ça n'a pas l'air d'être une très grosse différence en fait, enfin, c'est pas grand chose, on a multiplié sa durée de vie par en gros 20, mais ça n'a pas l'air d'être trop colossal. Et pourtant, si on refait notre calcul où la distance qu'il parcourt c'est sa vitesse fois le temps que nous on perçoit, on voit que là, le muon il parcourt 12 km. Et puisqu'ils sont produits entre 10 et 20 km d'altitude, là c'est complètement possible de les observer. Donc en prenant en compte la dilatation du temps, on voit qu'on peut les observer. On voit nettement maintenant que le muon parcourt une distance suffisante pour arriver au sol et être détecté. La situation du point de vue du muon maintenant.
point de vue du muon, c'est la Terre qui se déplace vers lui à 99,8% de la vitesse de la lumière. De son point de vue, les longueurs autour de lui sont contractées, car l'univers se déplace à très 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 haute vitesse. Ainsi, la distance le séparant de la Terre, qui à l'origine faisait 10 km, fait désormais, grâce à cette formule dont je passe les détails, 509 mètres. Et le muon doit donc, de son point de vue, ne parcourir que, en gros, 530 mètres. Et ce qui est possible, puisque de son point de vue, il parcourt 660 mètres avant de se désintégrer, rappelez-vous, quand on avait implémenté 2 slides en arrière, son temps de vie moyen et sa vitesse, on avait trouvé qu'il parcourt 660 mètres. Donc de son point de vue, il fait 660 mètres, mais il n'en a que 530 à faire avant de toucher le sol. Si on prend en compte les effets de la relativité restreinte, il est complètement normal et possible d'observer des muons au sol. Ça, ce n'est pas possible pourtant si on ne prend pas en compte les effets de la relativité restreinte. Notons qu'il existe aussi d'autres voies de production des muons et de leur détection. On en reparlera un peu bientôt, mais ce qui est intéressant pour ce qui va suivre maintenant, c'est le moment magnétique anomale du muon, et c'est à ça qu'il est temps de s'intéresser maintenant. Bien, quittons Caltech et faisons un rapide résumé de ce que nous savons. Il ne faudrait pas perdre le fil de notre voyage qui, je le confesse, est assez rapide et sinueux. Encore une fois, je tiens à le rappeler, si vous avez des questions, la section sur Discord est faite pour ça, n'hésitez surtout pas. J'ai conscience que ça va un peu vite. Et je m'en excuse d'ailleurs. Qu'est-ce que l'on a appris ? On a appris que le monde se comporte d'une façon étrange et inhabituelle lorsqu'on se déplace à grande vitesse et que l'on observe le comportement des objets exotiques décrits par le modèle standard. Nous avons vu que les objets quantiques possèdent, pour ce qui nous intéresse, une propriété nommée moment magnétique, à laquelle se raccorde un nombre spécifique, le facteur G, appelé facteur de Landé. Nous avons appris, encore, que ce facteur a été prédit pour la première fois par Paul Dirac comme valant exactement 2, qu'il a été par la suite montré expérimentalement qu'il existait une anomalie A, explicable par le modèle standard. Nous avons vu tout ceci dans le cadre de l'électron, et qu'il s'agissait d'une mesure de très très grande précision. Bien, le résumé est fait. On peut reprendre la route. Notre prochaine destination nous amène en Suisse, à proximité de Genève. N'oublions pas une chose essentielle, comme nous, le physicien est curieux de nature. Si, c'est tout naturellement que lorsqu'il fut compris que le muon était une particule élémentaire, la première expérience ayant pour but de mesurer son moment magnétique anomale fut lancée. Elle a eu lieu au CERN. Elle s'est déroulée en 2 étapes. D'abord de 1959 à 1961, puis de 1966 à 1979. Ces expériences ont alors donné, les unes après les autres, des mesures du moment magnétique anomale du muon avec de plus en plus de précision. C'est la naissance de la collaboration muon G-2. En 1984, l'expérience s'est installée au laboratoire national de Brookhaven aux États-Unis. La précision de la mesure sera alors très grandement améliorée et l'expérience durera 4 ans, de 1997 à 2001. Les résultats, publiés en 2004, feront très grand effet au sein de la communauté scientifique. En effet, ils mirent en évidence un écart entre la prédiction théorique faite par le modèle standard et la prédiction expérimentale avec une signifiance statistique de 3,6 sigma, soit 0,5 parties par million, c'est-à-dire 0,5 chances sur 1 million. Afin de bien comprendre ce que signifient les chiffres et les termes que je viens d'employer à l'instant, on va parler très rapidement de ce qui permet d'annoncer une découverte scientifique, en tout cas en physique des particules. Lorsque des physiciens, d'autres scientifiques d'ailleurs, tentent de mettre en évidence quelque chose de nouveau, ils doivent avoir la certitude que cette chose existe bel et bien. Pour cela, ils amassent puis analysent un très grand nombre de données et font des statistiques sur celles-ci. Le chemin classique, c'est ce que je vous ai montré, c'est ce que je vous montre là sur la slide. Ils vont formuler une hypothèse, monter une expérimentation, récolter des données, analyser ces données, et à partir de l'analyse de ces datas, tirer des conclusions. En effet, avec peu de données, on ne peut jamais vraiment conclure à grand chose. C'est pour ça qu'il faut en amasser beaucoup. Prenons un exemple. Si je vous demandais de lancer une pièce à pile ou face 10 fois de suite, bien que les probabilités d'obtenir 5 faces soient égales à celles d'obtenir 5 piles, les probabilités nous disent qu'en réalité, vous avez 75% de chance, entre guillemets,
d'obtenir un résultat différent de 5 piles 5 faces. Toutefois, si vous faites 100 000 lancers, alors, sans avoir non plus un résultat absolument parfait, vous allez vous rapprocher du 50-50. C'est ce que je vous montre ici sur les 3 premiers graphiques. Ici, on a lancé seulement 10 pièces, on a lancé 10 pièces 10 fois donc, et on voit que la courbe que l'on obtient du nombre de piles par pièce lancée ne correspond pas vraiment à ce qu'on devrait obtenir avec un hasard absolu. Mais quand on répète l'expérience, on voit qu'on se colle de plus en plus à la courbe. Ici, on a 1000 lancés, et ici, on a 10 000 lancés. Donc c'est ce que je vous montre aussi ici. Ça, c'est les deux mêmes. Donc là, ici, on voit qu'avec 10 lancers, c'est un petit peu chaotique et on ne sait pas trop dire grand-chose. Mais quand on augmente, on voit que là, ça colle vraiment exactement à la courbe. C'est assez spectaculaire. Cette loi-là, qui nous dit que quand on augmente le nombre de lancers, on se rapproche, entre guillemets, d'un hasard parfait, c'est ce qu'on appelle la bien célèbre loi des grands nombres. Et si vous saviez tirer des conclusions avec seulement 10 lancers, par exemple, disons que la pièce est truquée pour tomber davantage sur face que sur pile, eh bien vous seriez sans doute fourvoyé. En accumulant les données, et si la pièce est truquée, l'écart ne se résorbera pas. Il sera plus simple de tirer des conclusions. On voit qu'ici, avec une pièce truquée, au départ, on obtient des courbes relativement similaires à avant. Ici, la pièce n'est pas truquée, ici, elle l'est, mais au départ, on a un très léger décalage, mais typiquement, la première courbe ressemble assez furieusement à celle-ci. Mais, lorsqu'on augmente le nombre de jets, ici avec 1000 lancés et ici avec 100 000 lancés, l'écart ne se résorbe pas et on ne colle pas comme avant à la courbe du hasard. Ça, c'est tout simplement parce qu'en multipliant les essais, si il y a truquerie, s'il y a trucage, ça va rester et ça va se voir. En accumulant les données, si la pièce est truquée, l'écart ne se résorbera pas et donc il sera beaucoup plus aisé de tirer des conclusions. Afin d'éviter ce genre d'erreur, les physiciens disposent d'un outil statistique puissant qui leur permet de classifier la signifiance d'un résultat. C'est l'écart-type que l'on note sigma. Globalement, l'écart-type peut s'interpréter comme la probabilité d'obtenir le résultat que l'on a eu dans un monde où notre hypothèse est fausse. Prenons par exemple l'exemple de la découverte du boson de Higgs dont on a parlé tout à l'heure. Pour le détecter, les physiciens du CERN, le Centre européen de la recherche nucléaire dont on a parlé, ont dû observer un signal caractéristique du boson, plusieurs en réalité, à savoir une augmentation du nombre de photons détectés dans une gamme d'énergie bien précise. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi, à la limite on pourra en parler à la fin si ça intéresse certains. Si la signifiance statistique de la mesure de cette augmentation de photons avait été de 2 sigma, donc 2 fois l'écart type, cela aurait voulu dire que dans un monde sans boson de Higgs, un monde où le boson de Higgs n'existe pas, il y aurait eu une chance sur 22 d'observer cette augmentation. À 3 sigma, cela aurait voulu dire que dans un monde sans boson de Higgs, la probabilité d'observer l'augmentation aurait été d'une chance sur 370. C'est les courbes que l'on voit là. L'augmentation dont je parle, c'est la petite bosse qu'il y a ici. Donc à gauche, ce sont les données d'Atlas, à droite, celles de CMS. Donc on voit par exemple que ici, une signifiance statistique de 1 sigma correspondait à une bosse dans la zone verte, à 2 sigma dans la zone jaune. On voit que là c'est très grandement au-dessus. Le seuil minimal de signifiance statistique pour annoncer une découverte, il est fixé à 5 sigma. Ça correspond à une chance sur 1,7 million. En dessous, il y a 2 cas possibles. Soit la signifiance statistique est entre 0 et 3 sigma, auquel cas le résultat n'est pas d'un très grand intérêt. Notons quand même que, généralement, les gens commencent à lever un sourcil à partir de 2 sigma. Soit la signifiance statistique est entre 3 et 5 sigma, on parle alors d'indication ou d'évidence. Soit la signifiance statistique est au-delà de 5 sigma ou à 5 sigma, et auquel cas, on emploie une terminologie bien connue du grand public, c'est une découverte. La représentation qui est ici vous permet de voir à quoi correspond réellement l'écart type sur une distribution gaussienne. En fait, vous voyez qu'un écart type, c'est 68,2% des données. Au-delà de 2 écarts types, on contient toutes ces données-là, donc 68 plus 27,2 en gros, etc., etc. Et vous voyez qu'ici on est à 3 écarts types, ce
qui veut dire que dans un monde où notre hypothèse est fausse, on a cette probabilité-là, qui est à droite donc, que l'événement se passe. Donc à 3 écarts types, vous voyez qu'on a en gros 0,1% de chance que la chose arrive. C'est ce que je vous ai dit, hein, c'est une chance sur 370. À 4 écarts types, vous voyez qu'on est en gros par là, c'est rien, et à 5, c'est encore pire. Donc c'est pour ça que le seuil minimal en physique des particules du moins pour annoncer une découverte, il est à 5 sigma. Comme d'habitude, en pratique, la notion elle est un peu plus compliquée que ça, puisque l'écart type, il est bien défini, il a un sens bien défini, que dans ce cas précis de distribution statistique gaussienne. Mais il n'est pas du tout rare qu'en physique ou ailleurs, les distributions statistiques ne soient pas gaussiennes, qu'elles soient par exemple une distribution de Boltzmann ou d'autres. Avant de voir quels résultats ont été obtenus par la collaboration muon-G-2 à Fermilab, donc les résultats qui nous intéressent réellement maintenant, on va s'attarder un petit peu sur le calcul par le modèle standard de AMU. AMU donc l'anomalie, le moment magnétique anomale du muon. Alors je suis désolé, cette partie va sans doute être la plus technique de l'exposé, et je vais faire tout mon possible pour que ça ne soit pas trop douloureux. Laissez-vous guider, on va s'infiltrer directement au cœur de la physique quantique et de la physique théorique. Nous l'avons vu, le facteur AMU se calcule grâce au modèle standard. Et celui-ci se compose de 3 théories majeures. L'électrodynamique quantique, ou QED, qui décrit l'interaction électromagnétique dont nous avons déjà parlé, la chromodynamique quantique, ou QCD, qui décrit les interactions entre quarks et entre hadrons, et la théorie électrofaible, qui décrit l'interaction des particules de matière avec les bosons Z0 et W plus ou moins. Chacune de ces 3 théories va apporter une contribution au calcul de AMU. Ainsi on a AMU, alors SM c'est pour standard modèle, égale à AMU électrodynamique quantique, AMU hadronique, alors le hadronique vient de la chromodynamique quantique, et AMU EW c'est pour électro-weak, donc électro-faible. Donc on a bien AMU du modèle standard qui a une composante qui vient, enfin une portion qui vient, on va dire, de l'électrodynamique quantique, une de la chromodynamique quantique et une de l'interaction électrofaible. Le premier terme, donc AMU-QED, se calcule comme suit. N'ayez pas peur, je vais détailler. Je vais expliquer du moins. AMU-QED, il se calcule comme alpha sur 2pi, plus grand A2 alpha sur pi au carré, plus A3 alpha sur pi au cube, plus A4 alpha sur pi au 4, A5 alpha sur pi 5. Donc c'est ce qu'on appelle une série, en fait c'est un développement limité en alpha sur pi, à différents ordres. A2 jusqu'à A5 sont des paramètres qu'il faut calculer, et alpha c'est la constante de structure fine dont je vous ai parlé plus tôt. Et c'est là qu'apparaît toute la complexité du problème. Les facteurs A, ils se déterminent grâce au calcul de plusieurs diagrammes de Feynman, qu'on voit à droite. Le premier terme, A1, vous voyez que je ne l'ai pas noté, en fait il vaut 1,5. Vous en étiez peut-être douté, puisque c'est le seul endroit où il y a un 2 ici. Ce calcul-là, pour A1 égale 1,5, il ne nécessitait qu'un seul diagramme de Feynman, et d'ailleurs c'est cette correction-là qu'avait apporté Schwinger en 1948, on en a parlé un peu plus tôt. Le deuxième, A2, nécessite 7 diagrammes de Feynman, le troisième en nécessite 71, le quatrième 891, et A5, 12 672. C'est beaucoup. À droite, ici, vous avez un tout petit échantillon de certains qui ont été utilisés pour les calculs des différents coefficients. En sachant que chaque diagramme de Feynman correspond à une équation bien rigoureuse, qu'il faut donc résoudre, on comprend rapidement que ce calcul est impossible à effectuer manuellement. Cela prendrait juste beaucoup trop longtemps. D'autant que les équations, comme je vous l'ai dit, je ne vous les ai pas montrées pour ne pas vous faire peur, mais elles ne sont pas du tout triviales. Ce sont des très très lourds calculs. C'est pourquoi ces calculs-là, on les laisse faire à un ordinateur à l'aide de méthodes numériques, etc. Aujourd'hui toutefois, et je trouve ça quand même assez extraordinaire, ces valeurs sont connues avec une très grande précision, et on a donc que AMU-QED, donc le premier terme, vaut ceci, que je ne vais même pas essayer de lire, 11, 65, 84, 71, 8,
10,931 avec une incertitude de 104 sur les 3 décimales. 10 puissance moins 11. C'est tout petit, mais ça compte. Avant de regarder le deuxième, on va regarder le troisième terme. Je détaillerai après pourquoi. Le troisième terme, donc, AMU électroweak, électroweak, est bien plus simple à calculer puisqu'il ne fait pas intervenir énormément de diagrammes de Feynman. En fait, il n'en fait intervenir que 7. Ça reste très dur à calculer, mais ça se fait relativement bien. Cela est dû à la masse très importante des bosons de l'interaction électrofaible Z0, W+, et le boson de Higgs, qui limitent très grandement leur impact sur la valeur AMU au W. Si on a seulement AMU électroweak qui vaut 153,6 plus ou moins 1, 10 moins 11. Alors le diagramme que vous voyez à droite, c'est un exemple de diagramme utilisé dans le calcul de AMU WE. Si on regarde un petit peu ce qui se passe, on considère toujours le temps qui se passe de la gauche vers la droite. Là, on peut détailler le diagramme, il est facile. On voit qu'on a un muon, mu, qui avance, qui va émettre un boson Z, donc un boson Z0, qui va absorber un photon, qui va continuer, qui va réabsorber son boson Z et qui va continuer. C'est ce genre de petites contributions-là, qui en fait sont très rares parce que la masse du boson Z est très élevée, qui contribuent à donner une valeur à ce terme. Il n'y a que 7 diagrammes comme celui-là, j'aurais pu les mettre, mais je ne voulais pas alourdir la chose, et vous voyez que ce ne sont pas des diagrammes très compliqués, pas comme ceux-là. Voilà. Le deuxième terme, enfin, c'est lui qui est le plus complexe, c'est pour ça que je le traite en dernier. Il s'agit de AMU hadronique, celui qui provient de la chromodynamique quantique. C'est lui qui, on va le voir, cause quelques ennuis aux physiciens. Pour déterminer ce terme, il faut en effet en déterminer deux plus petits, qui sont AMU HLBL et AMU HVP. HLBL, ça vient pour quelque chose dont je parlerai un petit peu plus tard, et HVP aussi. Si le premier terme se calcule relativement bien, et donne AMU HLBL égale à 92 plus ou moins 18, 10 moins 11, pour ce qui est de l'autre terme, c'est beaucoup plus délicat. En effet, il s'agit du terme dit de polarisation hadronique du vide, en anglais Hadron Vacuum Polarization, HVP. Et il demande pour pouvoir être déterminé une précision extrême sur une mesure expérimentale, celle de la désintégration électron-positron en hadron. La plus grande part de l'incertitude du calcul de AMU standard modèle, donc la valeur de AMU calculée par le modèle standard, provient de ce terme AMU HVP. On comprend donc son importance. Malgré cela, les physiciens savent calculer ce terme grâce aux données de plusieurs expériences, comme l'expérience Babar par exemple. Et aujourd'hui, on considère que l'on a AMU HVP qui vaut 6845 plus ou moins 40, 10 moins 11. Alors, un petit point tout de même sur l'annihilation électron-positron en hadron, c'est un petit peu indigeste dit comme ça. En fait, ce que l'on a, donc le temps se déplace toujours de la gauche vers la droite, on a un électron en haut et un positron en bas. Le sens de la flèche ne signifie pas que le positron va vers l'arrière. En gros, ça veut dire qu'il remonte entre guillemets le temps. C'est simplement une notation des diagrammes de Feynman assez usuelle. Ce que l'on voit, mais le temps se déroule bien de la gauche vers la droite. Ce que l'on voit, c'est que l'électron et le positron vont s'annihiler en une particule, typiquement un photon, disons, et que cette particule va se décomposer par certains procédés que je ne détaillerai pas, en 3 quarks qui vont former ce que l'on appelle un hadron, si vous vous rappelez de la terminologie de tout à l'heure. Finalement, une fois tous les calculs effectués, on obtient la valeur finale AMU standard modèle égale à 116 591 810 plus ou moins 43 10 moins 11. Et on va reparler dans quelques minutes de ce résultat incroyable. Bien, reprenons encore une fois. En 2004, les résultats de la collaboration mu-G-2 à Brookhaven montrent un écart entre la prédiction théorique et la mesure expérimentale, avec une signifiance statistique de 3,6 sigma. Pas assez donc pour indiquer une découverte. Toutefois, elle constitue une des premières indications vraiment flagrantes des limites du modèle standard à l'échelle subatomique.
D'autres étaient déjà connus, comme le problème de l'énergie du vide, qui est d'ailleurs considéré comme la pire prédiction théorique de l'histoire de la physique. Comme quoi, le modèle Stoddard donne le meilleur, mais aussi le pire. Mais on aura l'occasion d'en parler plus tard. Comme nous l'avons dit, une indication ne suffit pas. Ce n'est pas une découverte. C'est pourquoi la collaboration Muon-G-2 s'est installée en 2011 à Fermilab. C'est là-bas que de nouvelles acquisitions de données ont eu lieu à partir de 2017. Voyons un peu à quoi ressemble cette expérience. Encore une fois, n'ayez pas peur, on va y aller. Elle repose sur une mesure précise d'un paramètre physique que l'on appelle la fréquence de précession anomale. On la note oméga A, et elle s'écrit donc oméga A vecteur égale à moins A mu QB sur M. Q, c'est la charge du muon. Elle est très bien prédite et on la connaît, c'est moins la charge élémentaire, c'est la même que celle de l'électron. M, c'est sa masse, on la connaît aussi, on l'a même utilisée tout à l'heure pour déterminer la vitesse du muon. B, c'est le champ magnétique. Et enfin, A mu, c'est le paramètre qui nous intéresse, c'est l'anomalie. C'est cette anomalie qui nous intéresse particulièrement, encore une fois. Donc le principe de l'expérience Muon-G-2, c'est de déterminer aussi finement que possible oméga, la fréquence de précession anomale, et de pouvoir en tirer A mu. En pratique, cette expression elle est bien plus complexe car plusieurs hypothèses ne sont pas pleinement respectées, notamment celle disant par exemple que le déplacement des muons est bien perpendiculaire au champ magnétique. Je vous mets en dessous la formule complète pour les curieux, mais le concept reste relativement identique au précédent et il n'est pas fondamental de comprendre cette équation pour la suite, bien évidemment. Je ne vais même pas la lire d'ailleurs, elle est extrêmement longue. Voilà, juste pour vous donner une idée de la complexité du bousin. Toutefois, les muons ont une durée de vie trop faible, même avec le gain qui est dû à la relativité restreinte, pour qu'il soit possible de mesurer directement cette fréquence de précession anomale. C'est donc par l'étude des positrons émis par la désintégration des muons que les physiciens peuvent déterminer mu. En effet, dans l'expérience de Fermilab, ce sont des muons positifs qui sont émis et non des muons négatifs, et ceci ne change rien à la méthode expérimentale. En effet, le muon, normalement, se désintègre selon ce schéma-là, le muon négatif, mais avec un électron ici, puisque ce sont des muons positifs, se désintègrent en donnant un positron. C'est pas gênant du tout, ça ne change pas grand-chose en pratique. L'étude de ces positrons est intéressante puisqu'il existe une corrélation très importante entre l'énergie des positrons émis et cette fameuse fréquence oméga A. En effet, l'émission des positrons ne se fait pas au hasard, ils sont toujours émis dans la direction dans laquelle pointait le spin du muon au moment de sa désintégration. De ce fait, si l'on peut détecter la direction d'arrivée d'un positron, alors on peut déterminer vers où pointer le spin des muons au moment de leur désintégration, et en faisant ceci tout le long de la trajectoire des muons, on peut alors déterminer comment a oscillé leur spin. On obtient alors une courbe sinusoïdale de toute beauté permettant de déterminer oméga et donc A mu. En effet, vous voyez, on obtient ces deux courbes-là. Donc d'abord, ça c'est la courbe qui sort vraiment entre guillemets du détecteur. Donc on voit qu'à gauche il y a un repère logarithmique, simplement parce que, comme je l'ai dit, les muons ont une demi-vie radioactive de l'ordre de 2,2 microsecondes. Et comment est-ce qu'on modélise la désintégration d'un très grand nombre de particules? Par une exponentielle, donc il est plus adapté de mettre un repère logarithmique. C'était la réflexion pour les curieux. Ça ne sert pas à grand chose en pratique de vraiment bien comprendre, je vous rassure. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a donc une sinusoïde, et typiquement si on prend cette courbe-là, on voit qu'on a le temps en abscisse, et donc si on prend entre deux maxima successifs la distance qu'il y a ici, bah cette distance-là, c'est quoi? C'est la fréquence d'oscillation du spin, donc c'est oméga A. Cette fréquence-là, l'écart entre les maximums ou entre le 0 ou les minimums, hein, c'est le même, mais l'écart entre les maximums ici, par exemple, c'est exactement oméga A, donc on peut le déterminer. Voilà ce qui est pour le principe de l'expérience Muon-G-2 du Fermilab. Mais qu'est-ce qu'il en est en pratique, en vrai? Qu'est-ce qui se passe au laboratoire? Les expérimentateurs de Muon-G-2, ils ont mis en œuvre un anneau de 7,112 mètres de rayon, c'est très précis, composé de 24 calorimètres, c'est-à-dire des détecteurs de positrons, un immense aimant
générant un champ magnétique de 1,45 Tesla, c'est beaucoup, et environ 30 000 fois plus que le champ magnétique terrestre, et 4 quadripôles servant à concentrer un faisceau de muons généré en amont grâce à des collisions de hadrons. C'est donc une manipulation de très très haute précision. En effet, le champ magnétique doit être d'une uniformité extrême et la trajectoire des muons doit être parfaitement contrôlée. Le faisceau de muons se déplace évidemment dans un vide quasi parfait, pour ne pas dire parfait. Donc c'est ce que l'on a là. On voit donc qu'on a l'anneau qui fait 7,112 mètres de rayon, avec les 4 quadrupôles qui sont ici, qui servent à bien concentrer la trajectoire des muons en cercle, les 24 calorimètres qui sont situés tout le long de la trajectoire, et d'autres petites choses, les fast kickers qui servent pareil à booster, à accélérer les muons, les collimateurs qui ont une autre fonction, l'inflecteur qui sert à donner sa courbe à la trajectoire, etc. etc. Et à droite, là, ce qu'on voit, c'est vraiment l'image de la précession du spin. En effet, donc en bleu, la flèche qui vous est représentée, c'est le moment, donc c'est la quantité de mouvement de l'électron. C'est en gros par là où pointe sa vitesse. Et en vert, c'est son spin. On voit qu'à l'entrée, les deux pointent dans la même direction et que petit à petit, au cours de la trajectoire, le spin va commencer à osciller de sorte qu'après un tour, en gros, il ne pointe plus dans la même direction. Et ce phénomène augmente avec le nombre de tours. Et donc c'est cela que les calorimètres vont venir traquer et qui va donner cette magnifique sinusoïde. Hop. Le run 1, c'est-à-dire la première partie de l'expérience, s'est achevée en 2020 et l'analyse des données qui ont été publiées l'analyse de ces données a été publiée le 7 avril 2021. Donc quelque chose de vraiment récent. Cet article d'ailleurs a énormément fait parler de lui car il confirme l'écart expérimental constaté à Brookhaven en atteignant une signifiance statistique de 4,2 sigma, soit tout de même une incertitude statistique de 462 parties par milliard, c'est-à-dire 462 chances sur 1 milliard que la mesure soit fausse. En 2020, le groupe de théoriciens Theory Initiative a publié ses résultats pour le calcul de la valeur du moment magnétique annuel du muon AMU, et ils ont obtenu, comme on l'a vu précédemment, 116, 591, 810, plus ou moins 43, 10 moins 11. L'expérience de Brookhaven avait obtenu une valeur légèrement plus élevée, avec une signification statistique de 3,7 sigma, rappelez-vous, 3,6 sigma, par rapport à la valeur théorique précédente, qui était celle-ci, et Brookhaven a obtenu donc 116, 592, 92, donc on voit que c'est légèrement plus élevé. Et la valeur obtenue par la collaboration G-2 à Fermilab, elle est de 116 592, 40, donc on est vraiment très proche, il n'y a que 52 10-11 d'écart. C'est vraiment pas grand chose, avec une incertitude de 54 sur les deux derniers chiffres, donc plus ou moins 54, ici plus ou moins 63, etc. Et au final, la valeur qui est actuellement admise, c'est la moyenne des deux mesures faites à Fermilab et à Brookhaven, et cette mesure-là, elle vaut donc 116 592, 61, parce qu'on n'est pas exactement entre les deux, il faut pondérer les moyennes, avec une précision de 0,35 parties par million, ce qui est record, et ce qui donne un écart avec la théorie de 251 plus ou moins 59, 10 moins 11, et c'est ridicule. Cet écart, il est en dehors des marges d'erreur, c'est pas une erreur, c'est en dehors des marges d'erreur, et il est vérifié avec une signification statistique de 4,2 sigma. J'insiste sur une chose, cet écart il peut vous sembler insignifiant, encore plus comme je l'ai écrit avec tous les zéros, mais il faut bien comprendre un truc, c'est qu'il ne s'agit pas d'un rien, cet écart, il est réel. Ce n'est pas une imprécision des mesures ou quelque chose. Et ses conséquences, comme on va le voir tout de suite, elles pourront être très importantes. Tout d'abord donc, il existe bien cet écart entre la prédiction théorique du modèle standard et la mesure expérimentale, à moins que le calcul théorique de théorie initiative soit faux. Et oui, en effet, le 7 avril 2021, le jour même de l'annonce des résultats de l'expérience muon G-2, a été publié un article du groupe BMW,
Alors pas la marque de voiture, c'est pour Budapest, Marseille, Wuppertal, c'est un groupe de théoriciens, les initiales correspondent à leur ville d'affiliation, qui a été publié donc, dans la revue Nature. Celui-ci apporte une nouvelle valeur théorique de AMU avec une méthode de calcul différente. Ce résultat théorique se rapproche de la valeur obtenue en ne créant un écart que de 0,910-9 avec la mesure de G-2 au Fermilab, ce qui vous est représenté ici. Ici, c'est la valeur classique prise par le modèle standard. Ici, la valeur annoncée par BMW avec les marges d'erreur. Et ici, la moyenne. Et on voit que non seulement on n'est pas très loin de la moyenne, mais en plus on est dans les barres d'erreur de Fermilab. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, le calcul de la valeur théorique du moment magnétique anomale du muon se fait en prenant en compte un très grand nombre de paramètres qui tous demandent de très lourds calculs issus du modèle standard. Nous avons vu en particulier que le terme de polarisation hadronique du vide, AMU-HJVP, est le terme qui amène le plus d'incertitude dans le calcul, puisqu'il demande une mesure extrêmement précise de l'annihilation électron-positron en hadron, qui est une manipulation expérimentale donc. En tout cas, c'est la voie qu'avaient choisi d'emprunter les théoriciens de théorie initiative. Et c'est le calcul de ce terme, AMU-HJVP, qu'a effectué le groupe BMW en donnant un résultat différent. En effet, ils ont utilisé une méthode nouvelle pour calculer ce terme, la chromodynamique quantique en maillage, la lattice QCD en anglais. Je n'expliciterai pas ici les détails de cette méthode, mais tout est que Barsani et ses confrères du groupe BMW ont obtenu un résultat différent de celui de théorie initiative. Celui-ci, par ailleurs, résorbe à lui tout seul l'écart observé entre théorie et pratique, en fournissant donc une erreur de 0,910-9. Encore une fois, c'est ce qu'on voit ici sur le schéma. Toutefois, cette prédiction n'est pas en parfait accord avec l'expérience. En effet, l'erreur qu'elle produit, si elle se situe dans les marges d'erreur de l'incertitude de la mesure, elle appelle donc à une plus grande précision. De plus, il faut encore attendre que d'autres équipes indépendantes fassent et valident, surtout, le calcul du groupe BMW. Si la valeur théorique de ces derniers venait à être confirmée, alors il faudrait reconsidérer les résultats de muon G-2 et demander une précision encore plus grande avant de pouvoir tirer des conclusions probantes. En effet, il y a plusieurs cas possibles. Le premier serait que l'estimation du groupe théorie initiative soit la bonne, et qu'il y ait donc des effets de nouvelles physiques dans le comportement du muon. En quel cas, il faudrait encore expliquer la valeur obtenue par BMW. Deuxième cas serait que la valeur théorique de BMW soit correcte, et alors il n'y aurait probablement pas d'effet de nouvelles physiques, mais il faudrait expliquer les observations liées à la désintégration électron-positron. Le dernier cas, sans doute le moins réjouissant des trois, qu'il serait en réalité que les deux estimations soient fausses, voire même que les mesures le sont. Toutefois, on peut raisonnablement penser que ce scénario est très improbable. Bien. Parlons maintenant des implications qu'aurait l'annonce, par la collaboration muon-G-2, d'un réel écart entre prédiction théorique et modèle standard, avec une certitude de plus de 5 sigma. Tout d'abord, comme je l'ai dit, ce serait une première mise en évidence, une des premières en tout cas, mise en évidence probante des limites du modèle standard à l'échelle microscopique. Ainsi, cela fournirait aux physiciens la preuve tangible que le modèle standard n'est pas la bonne théorie et qu'il est nécessaire d'en trouver une autre, plus complète et plus précise pour décrire le monde des particules élémentaires. Notamment, cela pourrait être une indication solide de l'existence de nouvelles particules, non prédites par le modèle standard. En bref, cela ouvrirait la voie à la recherche d'une nouvelle physique et, sans doute, les premiers pas vers la découverte d'une théorie unifiant physique quantique et relativité générale, comme par exemple la supersymétrie ou SUSY. Quelles implications cela pourrait-il avoir toutefois ? Eh bien, ce serait simplement une révolution. En effet, depuis de nombreuses années, les physiciens savent que les deux majeures théories pour la description de l'univers sont incompatibles entre elles. La relativité générale pour la description de la gravité et des structures comme les systèmes stellaires ou les galaxies, et le modèle standard pour la physique des particules. Il nous est à l'heure actuelle impossible d'unifier les deux et de trouver une origine microscopique à la gravité. Dans un premier temps, cela ne semble pas être un problème, car, après tout, la gravité concerne les objets lourds et gros, tandis que le modèle standard décrit des objets très petits. On peut donc se dire raisonnablement que les deux n'ont pas vraiment besoin d'être unifiés après tout. Or,
on connaît 2 situations au moins où il est nécessaire de décrire quelque chose de très petit et très lourd. La première concerne les trous noirs. En effet, la relativité générale seule, bien qu'elle les prédise, n'est pas en mesure d'expliquer comment se comporte un trou noir en son centre. Du moins, elle ne fournit pas une explication satisfaisante, car elle fait apparaître l'infini dans les calculs. Le second cas, c'est celui du Big Bang. Actuellement, nous sommes capables de remonter la vie de l'univers jusqu'à 10 puissance moins 43 secondes avant un hypothétique temps zéro. On ne peut rien dire de ce qui se passe en deçà de ce temps de 10-43 secondes qu'on appelle le temps de Planck. Pour résoudre ces 2 problèmes, qui représentent actuellement des monuments de la physique fondamentale, il faut trouver une théorie réussissant à unifier relativité générale et théorie quantique des champs. C'est ce genre de théorie que l'on appelle théorie de nouvelle physique. L'une d'entre elles, la théorie supersymétrique, qui découle de la théorie des cordes, est une candidate et l'expérience μ G-2 pourrait être la première expérience à mettre en évidence un écart tel qu'il ouvrirait la porte à de la nouvelle physique. En bref, cet écart, si faible soit-il, pourrait bien être à l'origine de la prochaine révolution majeure de la physique. Bien, nous pouvons quitter Genève et finalement rentrer chez nous. Notre balade nous aura fait traverser des mondes étranges et contre-intuitifs, nous a menés à différents endroits d'Europe et des États-Unis. Nous avons appris les rudiments de la relativité restreinte, les prémices du modèle standard. Nous avons appris l'histoire d'une expérience à l'importance grandissante et qui, sans nul doute, marquera un tournant dans l'histoire de la physique fondamentale. Nous avons évoqué les possibles implications de la découverte que cette expérience pourrait apporter à l'interface de la physique de demain, celle-là même qui passionne les physiciens en donnant des possibilités de compréhension de notre univers sans précédent. Je vous remercie d'avoir accepté de me suivre dans cette escapade physico-historique. J'espère que cette conférence vous a plu, qu'elle a été à la hauteur de vos espérances et pas trop douloureuse à regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le salon dédié. Et avant de finir complètement, j'aimerais très chaleureusement et avec énormément de gratitude remercier les relecteurs de cette conférence, M. Michel Davier de l'Institut Joliot-Curie et de l'Académie des Sciences, M. Jérôme Charles du Centre de physique théorique de Marseille, M. Maurice Benayoun du Laboratoire physique nucléaire et hautes énergies de Paris, ainsi que Célia Massot qui m'a très grandement aidé pour l'écriture de cette conférence. Et voilà pour les sources images, si ça intéresse certains. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Lucas, c'était une conférence plutôt riche en informations, pas mal de maths quand même, mais ça va, je pense que tu as réussi plus ou moins à simplifier les choses au maximum. Et oui, alors moi j'ai posé une question dans le chat. Ouais, je sais pas si certains ont d'autres questions actuellement ou pas. Je dois aussi dire que au niveau de l'écriture, c'était quand même admirable. Enfin, c'est limite. On croirait que tu as fait une écriture telle que ça. On pourrait en faire une analogie à un récit de conte un peu, je trouve. C'était un petit peu le but. Ça marche bien. Merci beaucoup. Donc oui, pour tous ceux qui ont des questions, il y a un salon questions-conférences ou si vous souhaitez directement prendre la parole. Alors donc Fred, tu avais posé une question. Qu'est-ce qu'on appelle masse finalement, puisque tu as dit que plus la particule est massive, plus elle est instable. Oui, plus la particule est massive, plus elle est instable en fait, parce que elle contient une très très grande quantité d'énergie et la nature aime pas trop ça entre guillemets au sens où elle va pas être, toi qui es un petit peu physicien, ça va te parler, elle va pas être dans un cas d'équilibre stable. Et pour pouvoir atteindre un équilibre stable, elle va pas avoir d'autre choix que de se désintégrer en d'autres particules moins massives. Après, pour ce qui est réellement de l'explication du pourquoi, du comment, je saurais pas trop te répondre. Je pense que quelqu'un qui fait de la physique nucléaire pourrait te répondre mieux que moi. Mais en soi, la masse, on a plusieurs façons de la définir. Soit en utilisant l'équation d'Einstein qui va nous dire que la masse, c'est rien de plus qu'une mesure de l'énergie interne d'un système.
ou que ça peut, d'un point de vue fondamental, pour en tout cas les particules élémentaires, du moins, typiquement pour le muon, sa masse, c'est vraiment l'intensité avec laquelle il se couple au champ de Higgs. C'est vraiment ça qui va lui donner sa masse, et plus elle est massive, plus elle se couple intensément avec le champ de Higgs, et ça lui accorde énormément d'énergie, et donc la rend instable, etc. Je sais pas si c'est une réponse très satisfaisante, mais la question est peut-être un petit peu délicate. Oui, pas de souci. Ça me suffit. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? N'hésitez pas à prendre la parole si. Une nouvelle question m'est apparue. Question sur être partagée. Ah oui. Définition de la masse n'est pas la même selon l'échelle du coup. Non, effectivement. Effectivement, la définition de la masse n'est pas la même selon l'échelle typiquement. La masse à notre échelle à nous, en fait, on utilise vraiment la définition en fait, d'Einstein finalement. Savoir que c'est plus une mesure de l'énergie interne d'un système, parce que typiquement, si on prend la masse d'un être humain moyen, disons en gros 80 kg ou 75 kg, cette masse-là, en fait, elle ne représente pas du tout la masse de ses composants internes. C'est-à-dire que si on faisait la somme des masses de tous les quarks qui le constituent, et même des gluons qui sont là, des électrons, etc., si on faisait la masse de toutes les particules élémentaires qui constituent une personne, on trouverait quelque chose de mémoire entre 1 et 2% de la masse totale de la personne. Donc à notre échelle, la masse, elle n'a pas pour définition la somme des masses élémentaires des particules élémentaires. La majorité de la masse à notre échelle, elle provient de E égale mc2. Pourquoi ? Parce que les particules qui nous composent ont une très 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 grande énergie cinétique, elles vont extrêmement vite, à des vitesses vraiment relativistes, et elles sont aussi très fortement liées, donc elles ont des grosses interactions de couplage, des grosses interactions de liaison, etc., qui leur donnent aussi de l'énergie, et c'est toute cette énergie-là, en fait, qui fait notre masse. Mais voilà, mais typiquement, la masse d'une particule élémentaire au repos, disons, donc prenons par exemple, j'allais dire un photon, mais un photon n'est jamais au repos, je sais pas, un quark, disons, qui... non, pas un mauvais exemple, un électron. Voilà, un électron qui serait tout seul isolé au repos au fin fond de l'univers, qui n'interagirait avec rien du tout, voilà, qui n'aurait pas d'énergie cinétique, pas d'énergie potentielle, absolument rien. Sa masse, ce serait simplement la mesure de l'intensité du couplage de cet électron avec le champ de Higgs. Donc la définition de la masse change selon l'échelle, effectivement. Voilà. On nous a menti en mécanique quantique, effectivement. On nous a menti en mécanique quantique. Petite question pour un petit peu tout le monde, parce que c'est un petit peu la peur que j'avais. Est-ce que ça n'était pas peut-être un peu trop douloureux du point de vue technicité ou mathématique ? J'ai essayé de rendre ça le plus abordable possible, mais beaucoup de mes relecteurs m'ont dit que c'était quand même bien salé, bien saucé, donc est-ce que c'était quand même abordable ? Quand tu as commencé à parler du diagramme de Feynman, ça a été des notions plus complexes que tu as abordées, pour moi en tout cas. Mais non, franchement, je pense que avec un minimum de notions physiques, c'est abordable. Ok. Bon, après, faut se dire aussi qu'il y a peut-être des lycéens qui sont actuellement dans le salon, donc pour eux, ça devait être c'est complexe. Pour ça, ouais. Je pense par exemple à Borender que je vois, à Rem. Louis, je ne connais pas ton niveau d'études, mais à Frozen aussi, voilà, tout ça. Est-ce que pour vous, ça a été ? Bien sûr. Oui, non, mais ça allait. Hein. Mais vu que c'était bien amené et tout, bien, c'était dans la trame et tout, c'est assez compréhensible, je trouve. Ok. Même si, oui, il y a des moments où c'est un bon pan qui arrive. Ok, bon. On se concentre un peu plus, mais ça va. Ok. Bah, si vous avez, s'il y a un moment de la conf que vous avez pas bien saisi ou quoi, surtout n'hésitez pas, on revient un peu dessus, j'explique un petit peu plus ou quoi, parce que c'est
Déjà, moi, c'est un sujet qui me passionne, donc si je peux gratter du temps à en parler, ça me va. Et comme ça, si vous, ça peut éclaircir des points. D'autant que je m'excuse, c'était peut-être pas super naturel, mais j'avais le script à côté de moi, c'est pour ça que la diction était peut-être un petit peu moins naturelle que les fois précédentes. Parce que ayant le script à côté, je lisais vraiment mes pages, mais du coup, avec les explications que je rajoutais en improvisation, ça faisait parfois des trucs un peu bizarres. Et encore une fois, désolé aussi pour la coupure qu'il y a eu au milieu, coupure de connexion. En soi, ça s'entendait que tu lisais, mais bon, je pense que valait mieux ça qu'essayer de te remémorer du par cœur, parce que là, c'était quelque chose d'assez lourd quand même. C'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit, c'est pour ça. Alors après, bon, ce diagramme par exemple, je ne l'ai pas expliqué, hein, mais voilà, on voit bien, c'est donc un muon qui se désintègre d'abord en un neutrino et en un boson W+, et le boson W+, se désintègre en neutrino-positron. J'essaye de revenir un petit peu, voir s'il y a des choses qui peuvent être un petit peu compliquées. Pour les personnes que ça... Oui. Ouais, dis-moi. Non, c'est fini. Ah d'accord. C'est fini, j'expliquerai après. Je demanderai après. Pour les personnes que ça intéresse, ces petits graphiques-là, donc de simulation de lancer de pile ou face, c'est moi qui l'ai codé en Python et le script de la conférence sera disponible et dedans figure le code de ces petites simulations. Voilà, si vous voulez vous amuser simuler des lancers de pièces truquées ou pas pour voir si vos amis vous piègent ou pas, ça peut être rigolo. Voilà. Et aussi seront disponibles évidemment avec les références bibliographiques de la conférence. Je vais mettre le PDF juste après. Du coup, je reviens à ma question, parce qu'à chaque fois que je pose les questions à mes profs de physique, ils esquivent en disant « Ouais, non, tu peux considérer que c'est une rotation ». Mais c'est quoi le spin exactement ? C'est une propriété intrinsèque d'une particule. Voilà, comme l'a dit Célia, c'est une propriété intrinsèque, mais on peut vraiment pas du tout se la représenter. La raison pour laquelle on peut pas se la représenter comme une rotation, je sais pas si tu la connais, mais au pire, je vais, ça fera pas de mal. Basiquement, en fait, si on se représentait le spin comme une rotation, il y aurait un des points de la particule, puisque la particule a quand même entre guillemets une dimension, et si on représentait le spin comme une rotation, un des points de la particule à son équateur, si on se le représentait comme une petite boule, irait beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, et ça c'est interdit par la relativité restreinte, donc on ne peut pas le voir comme une rotation. Oui, je vois. Ok. Donc, mais la définition réellement de ce que c'est une propriété intrinsèque. En fait, si tu veux te le représenter... Voilà, si tu veux te le représenter, en gros, en théorie quantique des champs, on a différents objets pour calculer des champs. Typiquement, je pense que tu sais ce que c'est qu'un champ scalaire. Tu sais ce que c'est qu'un champ vectoriel. Un champ scalaire, c'est un champ qui a une symétrie de rotation absolue, entre guillemets. C'est-à-dire que peu importe comment tu tournes ton champ, il n'y a pas de phase. Un nombre, tu peux tourner autour, ça reste un nombre. Un vecteur, il a une symétrie de rotation d'angle de pi. C'est-à-dire que si tu prends tout ton champ, tu le fais tourner de 360 degrés, tu reviens à ton point de départ. Donc il a une symétrie de rotation, il a une phase, mais d'angle de pi. Un objet qui a un spin égal à 1,5, son champ a une symétrie de rotation d'angle 4π. C'est-à-dire qu'il faut faire 2 tours pour que l'objet revienne à son point de départ. C'est au-delà entre guillemets du champ vectoriel classique, c'est ce qu'on appelle des champs de spinner. Et en gros, c'est si on représente les scalaires avec un nombre réel, on représente les vecteurs avec des vecteurs de nombres réels. Les spinners, ce sont des vecteurs de nombres complexes. Donc en plus de la symétrie classique de 2π du vecteur usuel, s'ajoute une symétrie de rotation de 2π des nombres complexes, ce qui au final te donne bien une rotation de 4π en symétrie de rotation. Et c'est cette propriété-là, en gros, de symétrie de rotation qu'on appelle le spin. Mais qui est vraiment une notion qui est vraiment, vraiment pas triviale.
ce que je peux te conseiller comme vidéo, tu as la vidéo de ScienceClick sur la théorie quantique des champs, qui montre ça de manière visuelle, qui est extrêmement bien faite, ainsi que une vidéoconférence de Scientia Egregia qui s'appelle Qu'est-ce qu'un champ quantique, qui est extrêmement bien faite aussi, qui dure par contre je crois quelque chose comme 3h30 ou 3h40. Donc faut se les farcir. Et Scientia Egregia est chercheur au CEA, monsieur Antoine Bourget, qui d'ailleurs était relecteur de la conférence sur les paradoxes mathématiques, on le salue, et qui a failli être relecteur pour cette conférence-là, si seulement il m'avait répondu. Mais qui est chercheur au CEA et qui est physicien théoricien. Et qui donc tient une chaîne de vulgarisation Scientia Egregia. Et lui par contre, si ça peut intéresser peut-être les lycéens qui sont là, même si je vois que Rems est parti, lui n'hésite pas du tout à montrer les équations. Il montre les équations, il tape dans le formel, il fait dans les maths. En général, ses conférences commencent avec un niveau L2, L3 et terminent avec un niveau Master 1 recherche. Donc c'est vraiment pas trivial du tout. Bonne soirée Louis M. Il est parti, c'est pas grave. Mais donc ouais, c'est vraiment pas du tout trivial, mais c'est toujours très intéressant à regarder, et il commente ce qu'il fait de telle sorte que on peut continuer à suivre ce qu'il fait, mais c'est vraiment pas du tout trivial. Mais toi qui es plus avancé dans les maths que nous, tu devrais pouvoir tenir un peu plus longtemps que nous, au moins une petite heure je pense. Voilà, et la chaîne donc s'appelle Scientia Egregia. Je pourrais t'envoyer le lien si tu veux. Où il explique très très bien ce qu'est le spin d'un point de vue fondamental mathématique. Et bien. Voilà. Le contenu de ta conférence, tu le mettras où? Le script? Oui. C'est un PDF, donc je le mettrai, je pense, dans rediffusion conférence, certainement. Ok, ça marche. Je le mettrai certainement dans rediffusion conférence. Je vais essayer de le caler sur un drive et de vous donner le lien. Je vais le faire là maintenant, de toute façon. Hop. On va le faire tout de suite. Ce sera fait. Comme ça, vous l'aurez à disposition. Où est-il? Fac, depuis la science. Conf 4. Hop. Voilà. Je vais vous le donner dès maintenant. Vous verrez, c'est un très joli PDF. Hop, partager. Oula. Consulter l'élément, voilà, copier le lien. Voilà, et normalement, alors avant de l'envoyer, dites-moi juste s'il fonctionne comme il faut. En théorie, il devrait, mais vérifiez quand même. On en est à combien de temps? 1h40? Oui, c'est bon, il fonctionne. Ok, super. Voilà, comme ça vous avez le PDF. Je me suis bien fait chier à le faire, donc appréciez-le. Voilà. Bien. Ouais, j'ai trouvé les codes. Allez, tout à la fin? Ouais. Oui, page 30, ils y sont. T'as même été sympa, t'as mis des commentaires à chaque ligne. Oui, j'ai fait l'effort d'essayer de commenter un petit peu le bousin, parce que je me suis dit que sinon c'était vraiment imbitable. Déjà que j'ai pas donné des noms explicites aux variables, alors... Ah, quoique, si NB lancé, ça se lit. Hein. Ah, ça se lit, ça se lit. Bon, voilà. Voilà. Hop. Bon, et bien s'il n'a pas davantage de questions, je vais couper l'enregistrement. Yep. Hop. Allez, on va couper là.